Après une vingtaine d'heures de navigation sur le Rhône depuis Lyon, nous voilà arrivés à Arles, point de départ de la visite en Camargue. Lors de notre visite en Camargue, nous découvrirons les manades de taureaux et de chevaux, nous visiterons l'étang de Vaccarès, réserve naturelle en particulier pour les flamants roses mais également pour d'autres espèces d'oiseaux, puis nous nous arrêterons plus longuement aux Saintes-Maries de la Mer, lieu mythique de pèlerinage des Gitans. Avant la construction des écluses, le Rhône charriait 90 millions de mètres cubes de sédiments par an qui ont peu à peu constitué ce delta. L'altitude va de moins 50 cm à plus 2 mètres, de quoi craindre pour son avenir en cas de montée des eaux par le réchauffement climatique. Dès le IXe siècle, on a commencé à assécher les marécages. Si on a un ensoleillement de 300 jours par an, les terres sont plus ou moins gorgées de sel, rendant l'agriculture très difficile. Ces zones sont appelées s'ensuire. L'évaporation est supérieure aux précipitations, exigeant donc un arrosage artificiel par des canaux. Ces agriculteurs doivent entretenir eux-mêmes les dizaines de kilomètres de canaux qui parcourent leurs terres. Il a alors été possible de cultiver du riz et des légumes, surtout dans la zone fluvio-lacustre du nord du delta du Rhône. Parlons maintenant du taureau camarguais et écoutons les commentaires de Pierre, notre guide. Il faut tenir compte de 3 critères pour être sûr d'avoir affaire à un vrai taureau camarguais. Premier critère, la couleur. Le vrai taureau camarguais n'est que de couleur noir charbon, pas d'autre couleur que ça, sinon sa mère a fauté. Deuxième critère, effectivement, la corpulence. Le taureau espagnol, alors la taille, je crois que ça peut aller jusqu'à 1m62-65 et ça peut peser jusqu'à 800 kg. Un taureau camarguais en moyenne c'est 1m30, 1m35 et ça ne pèse qu'entre 350 et 450 kg. C'est quasiment 2 fois moins imposant. Et troisième critère, les cornes. Les cornes d'un taureau espagnol, elles sont implantées bas sur le front et elles font un demi-cercle comme une visière de casquette. Les cornes d'un taureau camarguais sont implantées un peu plus haut sur le front et elles montent vers le ciel en forme de lyre. Voilà. Donc il faut que ces trois... Alors regardez à gauche, là vous en avez des taureaux. Alors vous voyez qu'il y a des couleurs un peu disparates. Donc c'est pas la peine de vous poser la question, parce qu'en plus on n'a pas le temps de trop s'arrêter. Là c'est un élevage espagnol. Voilà, vous voyez quand ils ont la tête levée, vous voyez ces cornes elles montent bien vers le ciel. Hein. Alors ça... Pour les courses camarguaises, ça c'est leur gros avantage, ça sert de catapulte. Ici à gauche, vous avez une zone de tri. Quand on ramène justement un troupeau de taureaux, on ramène tout le troupeau là-dedans. Voilà, ça ce sont des terres où on va mettre des taureaux pour manger. Entre 1 an et 2 ans pour les plus âgés. Donc ça voilà, c'est toute une série de jeunes que l'on a mis ensemble. On les change pour qu'ils aient toujours de quoi manger, mais ils vont rester ensemble jusqu'à l'âge de 3 ans. Ils ne mangent que ce que l'on trouve dans les prés. Aucun apport d'aliments constitués, etc. Ils ne mangent que ce qu'il y a dans les prés et on ne tolère éventuellement l'hiver, quand il n'y a pas assez à manger, que de l'apport de fourrage produit dans la région. Alors, autant il y a du vrai camarguais, mais autant il y a un peu des croisés là-dedans. Parce que quand vous voyez des cornes qui vont vers le ciel, mais qui sont quand même un petit peu arrondies, c'est que à une époque, il y a quand même eu un petit croisement. Le gardien camarguais se déplace la plupart du temps à cheval, vu les grands espaces à parcourir. La photo montre son équipement au début du XXe siècle avec son bâton trident. Voici également la photo d'une cabane en roseau d'un gardien au début du XXe siècle, puis sa réplique moderne avec tout le confort, son abside du côté nord pour faire face aux assauts du Mistral, souvent très fort dans la région. Cette toiture-là a été refaite il y a 2 ans.
Voilà, c'est sur la gauche. Voilà vraiment cette habitation traditionnelle camarguaise. Et vous allez voir qu'à côté, il y a la même en miniature, c'est la chambre d'amis. Hein. Voilà. Après les taureaux, passons aux chevaux camarguais. Voici le territoire berceau de la race. Alors ici, voilà nos fameux chevaux camarguais, qui eux aussi, à la base, sont des chevaux issus des steppes mongoles, qui ont été ensuite croisés avec des chevaux espagnols, des chevaux d'Afrique. Les vrais chevaux camarguais, ils sont tout blancs. Voilà. Dès que vous avez des chevaux un peu gris avec des petites taches ou le cheval vraiment gris-noir, anthracite que vous avez vu, c'est soit des chevaux espagnols, portugais, puisqu'on fait des fois des croisements. Alors on fait des croisements, pourquoi? Parce que le vrai cheval Camargue, il n'est pas très grand, il est comme le taureau, il s'est adapté, il ne fait qu'1 m 35 et surtout il est très mou. Pourquoi? Parce que la nourriture, elle n'est pas très énergétique. Donc le cheval Camargue, c'est un cheval un petit peu flegmatique. Et certains gardiens ou certaines personnes, de temps en temps, veulent avoir des chevaux avec un petit peu plus de tonus. Ils vont alors mettre sur une jument camarguaise un cheval espagnol, portugais. Donc on obtient ces croisements qui restent proches du blanc, souvent, des fois pas du tout, parce que là c'était un 100% espagnol par contre qu'on a vu. Et ça donne un petit peu plus de tonus à ces chevaux camarguais. Aujourd'hui, la chance est avec nous. On ne voit pas seulement les nids des cigognes, mais un jeune couple qui a fait son nid cette année même. Ces oiseaux ont souvent maintenant renoncé à migrer. Pour la première fois, grâce là encore au marquis Folco de Baroncelli, que l'on va créer la réserve naturelle autour de cet étang du Vaccarès qui fait 13 000 hectares. C'est aujourd'hui la plus grande réserve naturelle en zone humide d'Europe, avec une grande diversité des habitats et des espèces qui l'occupent. En provençal, la Grand-Mare, la Grande Mer, puisqu'il fait 6500 hectares. Malgré sa taille, il a une profondeur moyenne que de 80 cm. Les fosses les plus profondes font 2 mètres. L'eau est au tiers salée, due aux infiltrations de la lagune depuis le côté sud. En poisson d'eau de mer, on va pêcher surtout le pageot, qui est un cousin de la dorade. Et on va pêcher les petits poissons qui vivent sur les fonds sablonneux ou vaseux, c'est le goby. C'est un petit poisson que l'on met traditionnellement en nombre dans la soupe de poisson. Vous pouvez voir normalement à gauche, il y a un filet qui est tendu, justement, vous voyez ces poteaux qui dépassent. Toute activité sportive est interdite. Il n'y a que 3 concessions de pêche. Le prochain hôte privilégié de la Camargue est le flamand rose, surtout fixé autour de l'étang de Vaccarès, lieu intermédiaire des grandes migrations d'oiseaux. Certains flamands roses, moins frileux que les autres et surtout beaucoup plus feignants, en ont eu assez de faire leur migration depuis l'Espagne du Sud ou le Portugal, et certains, on va dire centaines, voire milliers, petits milliers d'individus habitent à l'année, désormais en Camargue. Alors ce flamand rose, il mesure entre 1 m 25 et 1 m 35, le mâle est légèrement plus grand que la femelle. Il est tout léger puisqu'il ne pèse qu'entre 2,5 kg et 3,5 kg. Leur nourriture est faite entre autres de petits crustacés riches en carotène qui leur donnent cette couleur rosée. Ils pratiquent la filtration de l'eau et de la vase grâce à un bec muni de lamelles un peu comme les fanons d'une baleine. C'est que vous en êtes sûrement pas rendu compte, mais on vient de gravir l'un des plus hauts cols de Camargue. On est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est ici que se sont installés les premiers hommes, puisqu'ici ils étaient un petit peu à l'abri des crues du Rhône. Pour faire renaître certaines traditions et pour sauvegarder cette Camargue telle qu'elle est. Il s'agit du marquis Folco de Baroncelli. Alors ce marquis Folco de Baroncelli, il va naître en 1869, près d'Aix-en-Provence. Donc ça, la famille de Baroncelli, famille italienne, qui était venue habiter dans le comtat venessin en Avignon au XVe siècle.
Et cette famille a une grosse particularité, une hérésie en ce milieu du 19e siècle. Elle parle non seulement le français, mais également le provençal. Et c'est inhabituel, puisque le provençal, c'est la langue du peuple, la langue des paysans. C'est ainsi que ce marquis Folco de Baroncelli, dès sa plus tendre enfance, va parler le français et le provençal. Et lorsqu'il fera ses études, il rencontrera à Avignon, alors grande capitale des Félibriges, ces poètes provençaux, avec Frédéric Mistral. Il va y rencontrer justement Frédéric Mistral et Roumanille, et une amitié va naître entre ces hommes autour de cette langue qu'ils partagent, le provençal. Il dirigera avec Frédéric Mistral un petit journal provençal qui s'appelait L'Aïoli. Et il va écrire relativement jeune son premier roman en provençal qui s'intitulait Babali. Alors qu'il se marie juste avec la fille d'un riche propriétaire terrien des vignobles de Châteauneuf-du-Pape, il va décider de ne pas habiter au palais de Baroncelli en Avignon, mais de venir ici habiter en Camargue en louant une manade. Frédéric Mistral va tenter de l'en dissuader de venir habiter ici, parce que qu'est-ce que cette Camargue? Comme je vous l'ai dit, en cette fin de 19e siècle, c'est une terre encore insalubre. Nous nous approchons du village des Saintes-Maries de la Mer, entouré d'étangs, qui dans les années 1935 se limitait à quelques maisons autour de l'église. On l'appelait le Pointu, mais compte aujourd'hui plus de 2500 habitants et 10 000 gitans en plus lors de la fête du 24 mai pour vénérer leur sainte Sarah la Noire. Les maisons traditionnelles ont en général un étage pour ne pas offrir de prise au vent. La première visite est pour son église fortifiée des 11 et 12e siècles. Pour la visiter, c'est la petite porte où il y a la queue sous la croix camarguaise. C'est par là qu'il faut rentrer. Alors c'est une église, les messieurs, pas de chapeau. Les dames peuvent avoir un chapeau, pas les messieurs. Et à l'intérieur, il faut parler doucement, respecter le lieu de culte. Comme pour beaucoup d'édifices religieux à l'époque, les fortifications remplaçaient celles du château, ici pour se protéger de l'invasion des Sarrasins. Également un élément classique des lieux de pèlerinage, les ex-voto, pour demander ou remercier d'une grâce accordée par la Vierge Marie. La crypte, en partie enterrée, se situe sous le chœur et est dédiée à Sarah la Noire, selon la légende servante de Marie-Salomé et Marie-Jacobée, qui après la crucifixion du Christ aurait dérivé sur une barque jusque sur les côtes de Provence. Son immersion dans la mer obéit à une tradition déjà connue au XVIIe siècle. Les touristes ne sont pas très nombreux dans les rues, en tous les cas beaucoup moins que les moustiques qui sont sortis de leur léthargie hivernale. En fin de journée, retour à Arles, dans le brouhaha de la feria, que vous pouvez suivre sur un autre reportage.